Ce sont les secrets de l'Égypte antique engloutie pendant des millénaires sous les Huns. Méditerranéenne. Ces trésors appartenaient à deux cités englouties, longtemps considérées comme des légendes. Un journaliste autorisé à se rendre sur place a décrit cette histoire comme une histoire qui vous hante et vous obsède. À première vue, rien ne semblait anormal ce jour-là, mais en réalité, les choses se mettaient discrètement en place. Il y a plus de 1000 ans, les deux cités antiques de Taunis Héracléon et de Canopée s'étaient volatilisées, ou plus précisément avaient disparu sous les eaux. Un événement qui aurait stupéfié même les plus avertis. Des rumeurs commencèrent à circuler, des questions furent posées à voix basse, et ceux qui pensaient connaître la vérité comprirent vite qu'ils se trompaient. Voici l'histoire terrifiante de la cité engloutie d'Égypte et des secrets qu'elle recèle. Plongeons-nous dans le sujet. Là où une légende a sombré. Pendant des siècles, l'histoire d'une grande cité portuaire égyptienne engloutie sous les flots s'est murmurée par bribes entre mythes et récits historiques. Des historiens grecs antiques comme Hérodote évoquaient un lieu nommé Héracléon, un carrefour animé, où les marchands venus de toute la Méditerranée accostaient aux côtés des barges égyptiennes où des temples dédiés aux dieux et aux déesses surplombaient les canaux, et où des statues colossales accueillaient les visiteurs aux portes de la ville. Les archives égyptiennes mentionnaient une ville nommée Taunis, essentielle à la voie maritime vitale du royaume. Longtemps, les érudits ont supposé qu'il s'agissait de deux lieux distincts, jusqu'à ce que des indices laissent penser qu'il pourrait s'agir d'une seule et même ville. Malgré toutes les références dans les manuscrits et les pierres, personne n'a pu en déterminer l'emplacement avec précision. Au fil des siècles, le littoral du delta du Nil égyptien s'est déplacé. Des séismes ont secoué le sol et la mer a progressé vers l'intérieur des terres. Ce qui restait de cette cité légendaire semblait avoir été englouti par la Méditerranée. Pour de nombreux archéologues, Héracléon ou Taunis était devenu un site inaccessible à la découverte. Tout a basculé en 2000 lorsque l'archéologue sous-marin Frank Gaddio a mené une équipe de l'Institut européen d'archéologie sous-marine, IESM, dans les eaux peu profondes de la baie d'Aboukir, à environ 8 km des côtes égyptiennes actuelles. Grâce à un équipement de pointe, ils ont commencé à identifier de faibles anomalies sous des couches de sable et d'argile. Leurs découvertes ont dépassé toutes leurs espérances. Les vestiges d'une vaste cité-État gisent sous les flots, leurs contours encore visibles, au fond marin, leurs monuments et leurs artefacts figés dans le temps. Le site s'étend sur une superficie impressionnante, bien plus vaste que ce que beaucoup avaient osé imaginer. Un réseau de rues et de voies navigables laisse deviner un plan urbain complexe. Les murs du canal s'élevaient de la vase en longues lignes droites. Les vestiges délabrés des quais s'étendaient encore vers l'emplacement de l'ancien rivage. Les fondations des temples reposaient là où elles avaient été posées il y a des milliers d'années, leurs pierres gravées de hiéroglyphes qui murmuraient encore le nom de la cité. Parmi les découvertes les plus impressionnantes figuraient 3 statues colossales, chacune taillée dans du granit rouge, représentant un pharaon, sa reine, et le dieu Hapi, personnification divine du Nil. Ces imposantes figures, pesant plusieurs tonnes chacune, avaient été renversées mais non détruites, gisant comme déposées par la mer elle-même. Leur surface était usée, mais encore suffisamment nette pour que l'on puisse déchiffrer les inscriptions qui proclamaient jadis la puissance et la piété de la cité. L'élément de preuve le plus décisif était sans doute une grande stèle de pierre portant des décrets du pharaon Nectanebo-Haïa. On y trouvait à la fois le nom égyptien de Taunis et le nom grec d'Héracléon, prouvant ainsi pour la première fois
que ces deux noms désignaient un seul et même lieu. Il ne s'agissait pas de deux cités perdues, mais d'une seule, et ses ruines se trouvaient ici. Mais comment une métropole aussi florissante avait-elle pu disparaître si complètement? Les récits historiques évoquaient des catastrophes naturelles, de violents tremblements de terre, qui avaient en secoué le delta, accompagnés d'inondations massives et une activité sismique capable de liquéfier la terre en un instant. Les géologues modernes appellent ce phénomène la liquéfaction des sols. Lorsqu'elle se produit, des bâtiments, des rues et des quartiers entiers peuvent s'enfoncer brutalement dans le sol. Conjuguée à la montée des eaux, cette situation aurait pu être catastrophique pour une ville construite en bord de mer. Des spécialistes connaissant bien les couches sédimentaires du site suggèrent que la destruction d'Héracléon ne serait pas un événement isolé, mais une réaction en chaîne. Un premier séisme aurait pu endommager les fondations des grands temples et des quais, provoquant l'inclinaison et l'effondrement de pans entiers de la ville. Une seconde catastrophe aurait pu survenir des années plus tard, réduisant en miettes les vestiges et dispersant les débris dans la baie. Au fil du temps, les sédiments du Nil ont recouvert les ruines, les emprisonnant pendant des siècles. Les conséquences furent considérables. Héracléon avait été jadis le principal port d'entrée en Égypte avant l'essor d'Alexandrie, contrôlant le commerce, la fiscalité et la circulation des marchandises entre le Nil et la Méditerranée. Sa chute aurait bouleversé l'équilibre des pouvoirs, changeant non seulement l'histoire maritime de l'Égypte, mais aussi son destin politique et économique. Aujourd'hui encore seule, une infime partie du site a été fouillée. L'épaisse couche d'argile et les eaux troubles rendent l'exploration difficile, mais elles préservent aussi des artefacts fragiles dans un état de conservation remarquable. Des navires en bois, des pièces d'or, des poids en bronze, des vases cérémoniels et des bijoux finement ouvragés ont été retrouvés, autant de pièces d'un puzzle qui s'étend sur des siècles. La légende était bien réelle, la ville était bien réelle, et à l'ombre de ces canaux et de ces temples, des histoires restaient encore à raconter. Ces histoires allaient bientôt se préciser, mais ce qui allait être mis au jour allait stupéfier et inquiéter profondément les experts du monde entier. Comment partir à la recherche d'une métropole engloutie? Avant même que les plongeurs n'aperçoivent un artefact dans la vase, la quête de ruines sous-marines commence bien au-dessus du fond marin grâce à des technologies capables de révéler ce que l'œil humain ne peut voir. Localiser et documenter une cité antique enfouie sous des mètres d'argile et de sable est une tâche complexe. Cela nécessite une combinaison précise de levée hydrographique, de prospection géophysique et d'exploration robotisée. Selon les équipes de recherche sous-marine, la première étape consiste à établir une carte précise des fonds marins. Pour ce faire, on utilise un sonar à balayage latéral, un appareil remorqué par un navire de recherche qui émet des ondes sonores en large arc de cercle. Ces ondes rebondissent avec une force variable selon la forme et la texture des objets qu'elles rencontrent, créant ainsi des images détaillées des fonds marins. Les motifs qui rompent le rythme naturel du fond océanique, lignes droites, angles vifs ou monticules inhabituels, attirent immédiatement l'attention et méritent une exploration plus approfondie. Mais le sonar n'est que le point de départ. Des magnétomètres sont utilisés pour détecter les variations du champ magnétique terrestre causées par des objets métalliques enfouis ou des structures rocheuses riches en minéraux de fer. D'anciennes ancres, des outils en bronze, voire des murs de temples, peuvent engendrer de faibles perturbations mais mesurables, révélant la présence d'éléments anthropiques. Pour sonder le sous-sol marin, les chercheurs ont recours à des profileurs de sédiments. Ces instruments émettent des impulsions sonores de basse fréquence profondément dans les sédiments, révélant ainsi les différentes couches de matériaux enfouis. Dans le cas de sites archéologiques sous-marins, cela peut permettre de découvrir les fondations d'un bâtiment
ou l'épave d'un navire enseveli sous des siècles de vases. Une fois les points d'intérêt potentiels identifiés, l'étape suivante consiste à les localiser avec une précision exceptionnelle. C'est là qu'intervient le GPS différentiel. Contrairement au GPS standard, dont la marge d'erreur est de plusieurs mètres, le GPS différentiel peut localiser une cible à quelques centimètres près. Cette précision est cruciale lorsque des équipes doivent renvoyer des plongeurs ou des véhicules télécommandés ROV exactement au même endroit, même dans des conditions difficiles. Les véhicules télécommandés ROV sont essentiels à l'exploration sous-marine moderne dans ces environnements. Contrairement aux plongeurs, les ROV peuvent rester immergés pendant de longues périodes, se faufiler dans des espaces restreints et opérer dans des zones trop dangereuses pour l'homme. Équipés de caméras haute définition de bras robotisés et parfois même de dispositifs d'aspiration des sédiments, ils permettent aux chercheurs d'examiner et de récupérer avec précaution des objets fragiles en minimisant l'impact sur l'environnement. Selon des sources internes, chaque équipement fait partie d'un processus rigoureusement coordonné. Ce processus débute par de vastes levées cartographiques pouvant couvrir plusieurs kilomètres carrés. Ces levées permettent d'établir des listes d'anomalies, véritables catalogues de tout ce qui est inhabituel sous les vagues. Vient ensuite la phase de sélection, avec le repérage ciblé des anomalies prometteuses, suivi d'une inspection visuelle par ROV ou plongeur, puis de la documentation et de la récupération. L'un des principaux défis réside dans l'environnement lui-même. Les eaux où se situent ces sites sont souvent troubles, la visibilité étant réduite à 1 mètre, voire moins. Les courants peuvent déplacer le matériel ou soulever des nuages de sédiments, rendant inutilisables même les images des caméras les plus nettes. Le limon constitue un autre obstacle constant. Des objets fragiles peuvent être dissimulés sous d'épaisses couches, ce qui oblige les chercheurs à les retirer lentement et méthodiquement afin d'éviter tout dommage. Même avec les meilleures technologies, la patience est essentielle. Les anomalies détectées par le sonar peuvent n'être que des formations rocheuses naturelles. Les relevés du magnétomètre peuvent provenir de débris modernes. Chaque fausse piste doit être vérifiée avant de passer à la suivante, et il peut parfois s'écouler des années avant qu'une découverte confirmée ne soit faite. Pour les chercheurs, cependant, la récompense justifie tous les efforts. Le moment où le contour flou d'un sonar se transforme en une image nette d'un mur ou d'une statue antique est la récompense de nombreuses heures de balayage de cartographie et de nouveaux balayages. Il s'agit d'un processus où la science, l'ingénierie et l'histoire se rejoignent au sens le plus littéral du terme, au fond des océans. Ces dernières années, les progrès réalisés en matière de sonar haute résolution et de cartographie 3D ont révolutionné la rapidité et la précision de l'archéologie sous-marine. Ce qui prenait autrefois des semaines à cartographier peut désormais être réalisé en quelques jours, et les modèles obtenus permettent aux équipes de survoler virtuellement une cité antique avant même de s'y rendre physiquement. Cela réduit non seulement le risque d'endommager des vestiges fragiles, mais aide aussi les chercheurs à planifier leur stratégie de fouille à l'avance. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'explorer une piste prometteuse, l'équipe sait déjà précisément où aller et ce qu'elle cherche. La précision des technologies modernes transforme le fond marin d'un vide absolu en un véritable témoignage du passé qui n'attend que d'être mis au jour par des mains expertes. Des trésors enfouis dans l'argile. Lorsque les plongeurs atteignent enfin le cœur d'un site archéologique sous-marin, le spectacle est souvent bien loin des ruines immaculées présentées dans les documentaires. Ils découvrent plutôt un monde déformé et déformé, des structures à moitié enfouies, des artefacts scellés dans une épaisse couche de vase et des siècles d'histoire comprimés dans une couche de quelques mètres seulement. Dans les eaux proches de la cité engloutie,
C'est précisément ce qui attendait les chercheurs lors des récentes campagnes d'exploration. L'une des zones les plus remarquables étudiées se situe à l'est de ce qui fut jadis le grand temple d'Amon. Ici, d'imposants blocs de pierre reposent en équilibre précaire, vestige d'un effondrement catastrophique survenu dans l'Antiquité. Les spécialistes qui ont étudié le site expliquent que ces blocs ont glissé dans ce qui était autrefois un large canal scellant ainsi ce qui se trouvait en dessous. En déplaçant avec précaution les plus petits débris, les plongeurs ont commencé à dégager des objets qui avaient été protégés de l'érosion pendant plus de 2 ans. Les premiers objets mis au jour fournissent une série d'instruments rituels en argent, des bols des louches et des plateaux d'offrandes finement travaillés. Les surfaces, bien que ternies par le temps, conservaient des traces de motifs ornementaux. À leur côté gisaient de délicats vases d'albâtre, probablement destinés à conserver des huiles sacrées ou des parfums. La qualité de leur fabrication suggérait qu'il ne s'agissait pas d'objets du quotidien, mais d'offrandes provenant du trésor du temple, dissimulées lors d'une catastrophe soudaine plutôt que d'un dépôt intentionnel. Non loin de là, dans un secteur distinct, mais tout aussi important, des plongeurs ont mis au jour les vestiges d'une cache riche en marchandises importées. Des statuettes en bronze, des vases en céramique et des fragments de marbre laissaient entrevoir la présence d'une communauté de marchands et de marins étrangers, qui avaient jadis fait de la ville leur résidence temporaire. Cette découverte, selon les chercheurs, conforte l'idée que le port était un carrefour où les cultures se côtoyaient librement. Éparpillés dans et autour du sanctuaire se trouvaient des objets qui racontaient une autre histoire des armes. Lances, épées courtes et pointes de flèches, dont beaucoup de style grec suggéraient la présence de soldats ou de mercenaires stationnés en ces lieux. Leur présence témoigne de l'importance stratégique de la cité et de la nécessité constante de protéger ses richesses et ses routes commerciales. Dans un autre secteur du site des plongeurs, on mis au jour les vestiges d'une grande galère en bois. Longue de plus de 24 mètres, elle était préservée sous des couches de sédiments, sa charpente remarquablement intacte. Les experts pensent qu'elle était à quai lorsqu'une partie du port s'est effondrée, écrasant le navire sous les décombres du temple. La position de la coque et des débris qui la recouvrent suggère un événement brutal et soudain, plutôt qu'un naufrage lent. Mais les découvertes les plus surprenantes étaient peut-être tout à fait modestes, des paniers stressés contenant des graines de fruits encore scellées sous l'argile. Bien qu'elles ne soient plus comestibles, ces paniers sont considérés comme inestimables pour les scientifiques qui étudient l'alimentation et l'agriculture de l'époque. Conservés dans leur forme originale, ils constituent de rares exemples de matière organique ayant survécu en milieu marin pendant plus de 2 millénaires. Ces découvertes font désormais l'objet de travaux de conservation. Les objets métalliques fragiles sont stabilisés pour prévenir la corrosion, tandis que les pièces de bois sont traitées dans des cuves spécialisées afin d'éliminer le sel et de renforcer les fibres. Nombre de statues et d'objets cérémoniels seront exposés dans des musées, offrant au public un aperçu d'une cité longtemps restée cachée. Cependant, pour chaque objet mis au jour, beaucoup d'autres demeurent enfouis. D'après des sources proches du dossier, de vastes portions du site restent encore inexplorées. Dans certaines zones, les relevés sonores suggèrent la présence d'autres bâtiments ou d'épaves, mais leur accès nécessitera davantage de temps de précision et de fouilles minutieuses. Ce qui a été mis au jour jusqu'à présent brosse le portrait saisissant d'une ville à son apogée, un lieu de richesse, de culture et de puissance brutalement interrompu par une catastrophe. Mais alors que les chercheurs s'apprêtent à explorer la prochaine zone inexplorée, ils soupçonnent que la découverte la plus extraordinaire repose encore enfouie sous l'argile attendant son tour pour faire surface. Et ils avaient raison. Le calme,
Le matin était calme, la surface de la baie d'Aboukir, presque lisse comme un miroir. Mais sous les vagues, l'équipe se préparait à une mission inédite. Au lieu d'envoyer des plongeurs en premier, les experts décidèrent de piloter un drone sous-marin vers la cité engloutie d'Égypte et leur découverte terrifie le monde. L'archéologue sous-marin Frank Gaudio, qui avait supervisé des décennies de fouilles sur le site, se tenait au poste de contrôle à bord du navire. À chaque mouvement du joystick, le drone s'enfonçait plus profondément dans la brume verdâtre. La cible était un Chouan. Un couloir inexploré, un étroit passage entre deux amas de pierres effondrées, repéré comme une anomalie lors de récents relevés topographiques. À mesure que le ROV s'approchait, l'équipe commençait à transmettre des images en direct sur un grand écran installé sur le pont. Pendant plusieurs minutes, l'écran ne montra rien d'inhabituel, des dalles recouvertes de sédiments, des touffes d'herbiers marins, et de temps à autre, des poissons fuyant les lumières. Puis, soudain, la configuration changea. D'énormes blocs de granit apparurent, mais ils n'étaient pas disposés de façon aléatoire. Ils étaient empilés et inclinés d'une manière qu'aucun processus naturel ne pouvait expliquer. Un silence s'installa dans la pièce à bord du navire, tandis que le ROV s'approchait. Les blocs étaient assemblés selon un étrange motif imbriqué, formant une configuration inédite sur le site. Certains initiés ont par la suite affirmé que la formation semblait presque artificielle, plutôt que construite au sens traditionnel du terme. De fait, l'équipe est parvenue à une conclusion stupéfiante. Aucun être humain ne pourrait réaliser une telle chose. Un message d'alerte serait apparu à l'écran pour l'équipe de tournage du documentaire. Information urgente. L'équipe avait non seulement fait une découverte inattendue, mais ce qu'elle observait laissait penser que les limites connues de la cité engloutie étaient incomplètes. Frank ajusta la position du drone et fit pivoter la caméra pour révéler que la formation s'étendait bien au-delà du couloir, se fondant dans le limon, comme le bord d'une avenue oubliée. Alors que les projecteurs du ROV balayaient, l'une des parois rocheuses, une gravure à peine visible, apparut presque lisse après des siècles d'immersion, mais encore reconnaissable comme un fragment d'inscription ancienne. Le problème résidait dans son emplacement. D'après les cartes existantes, cette partie du fond marin aurait dû être déserte. Si la structure correspondait à l'échelle de ce que le drone captait, cela pourrait indiquer les vestiges d'une toute autre région encore jamais cartographiée. En quelques heures, la nouvelle se répandit dans le réseau de communication de l'expédition et l'équipe commença à rédiger le communiqué officiel destiné à la communauté scientifique. Un seul journaliste fut autorisé à se rendre sur place. La découverte avait une implication troublante. Si cette partie des ruines récemment découvertes s'était effondrée de la même manière catastrophique que le reste d'Héracléon, cela signifiait que l'ampleur de la catastrophe antique était bien plus importante que ce que les chercheurs avaient estimé. L'étendue de la liquéfaction des sols, l'énergie des séismes et la rapidité de la destruction de la ville devaient être réévaluées. Certains experts auraient même exprimé leur inquiétude quant au fait que ces mêmes conditions géologiques, bien que rares, puissent encore menacer aujourd'hui les villes du delta. L'idée qu'une telle dévastation puisse se reproduire, engloutissant des quartiers entiers en quelques minutes, prenait une toute autre dimension, c'est certain. Le monde d'en haut commençait à peine à en saisir l'ampleur. Mais pour l'équipe de la baie d'Aboukir, une chose était déjà claire. L'histoire d'Héracléon venait de prendre une dimension bien plus importante que quiconque ne l'avait imaginé. Science, sécurité et sauvetage. Dans les jours qui ont suivi cette découverte, la mission serait passée de la découverte à la préservation. Les images du drone sous-marin avaient fourni une image claire mais incomplète des ruines nouvellement identifiées. Pour bien comprendre la situation, l'équipe de recherche a dû mener une évaluation minutieuse du site conciliant curiosité archéologique et nécessité urgente de protéger les structures fragiles.
Des ingénieurs maritimes ont travaillé en étroite collaboration avec les archéologues pour créer un modèle 3D détaillé de la zone grâce au sonar multifaisceau et à la photogrammétrie. Cela leur a permis de reconstituer numériquement la formation, obtenant ainsi une réplique sûre et manipulable pour l'étude à terre. D'après des sources internes, cette étape est essentielle pour la restauration du patrimoine subaquatique, car les conditions peuvent évoluer rapidement. Une tempête soudaine pourrait déplacer des sédiments, masquer un élément clé, voire déstabiliser une partie des ruines. Frank Gaudio a supervisé la phase initiale de stabilisation. Des sacs de sable lestés ont été stratégiquement placés pour empêcher les débris de dériver dans le couloir principal. Parallèlement, des plongeurs ont installé une série de balises discrètes afin de guider les futures expéditions vers des points d'intérêt précis. Ce type d'intervention contrôlée est essentiel. Contrairement aux épaves en eau profonde, les sites en eau peu profonde sont vulnérables aux forces naturelles et aux activités humaines, notamment la pêche et la plongée non autorisée. Parallèlement, le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités a entamé une collaboration avec des experts en conservation afin de déterminer quels artefacts, le cas échéant, pourraient être récupérés sans risque pour l'intégrité du site. Les pièces métalliques fragiles nécessitent souvent un traitement immédiat après leur retrait de l'eau salée afin de prévenir une corrosion rapide. Les matériaux organiques, comme le bois ou les fibres tissées, doivent être maintenus immergés jusqu'à leur transfert dans des bassins de conservation spécialisés. Ce processus est long et fastidieux. Les plongeurs sont formés pour ne pas extraire directement les objets du limon, mais pour dégager soigneusement les sédiments autour d'eux à l'aide de dragues à basse pression qui retirent délicatement les objets sans les endommager. Chaque objet trouvé est étiqueté, répertorié et photographié à son emplacement d'origine avant d'être déplacé. Même les petits fragments de poterie sont catalogués, car leur ensemble peut révéler des détails sur le commerce, la technologie et la vie quotidienne que les objets plus grands ne permettraient pas de découvrir. L'intérêt du public, bien sûr, a explosé suite à cette découverte, et des musées du monde entier ont commencé à se renseigner sur d'éventuels prêts pour de futures expositions. Le Grand Musée égyptien, qui abrite déjà plusieurs statues et artefacts monumentaux provenant d'Héraclion, a manifesté son intérêt pour intégrer les objets récemment découverts à son exposition sur la cité engloutie. On observe également un regain d'intérêt pour la collaboration internationale. Les sites du patrimoine subaquatique en particulier, ceux situés dans les zones côtières peu profondes, sont de plus en plus menacés par le changement climatique, l'érosion et la montée des eaux. Les chercheurs ont souligné que les enseignements tirés de la préservation de ce site pourraient servir de modèle pour la protection d'autres sites vulnérables à travers le monde. Malgré l'attention portée à la situation et le sentiment d'urgence croissant, l'équipe a maintenu un rythme rigoureux. Comme Frank le rappelle souvent aux nouveaux plongeurs, la mer protège ses ruines depuis plus de 2 ans. Quelques mois, voire quelques années de planification minutieuse supplémentaire représentent un faible prix à payer pour préserver l'histoire intacte. Le travail sera certes fastidieux, mais au final, chaque parcelle du site répertoriée, stabilisée et étudiée constitue un pas de plus vers la pérennité du récit de la cité engloutie et de la civilisation qui l'a bâtie bien après que le dernier plongeur ait quitté l'eau. Malgré cette récente avancée, les chercheurs admettent n'avoir qu'effleuré la surface des richesses qui se cachent sous la baie d'Aboukir. D'après des sources internes ayant analysé les données sonores et cartographiques les plus récentes, seule une fraction de la cité antique a été explorée. Le reste demeure enfoui sous une épaisse couche d'argile pauvre en oxygène, un milieu capable de préserver la matière organique pendant des millénaires, mais qui la rend également difficilement repérable. Les relevés par sonar latéral
ont déjà permis de déceler des anomalies géométriques, des motifs de lignes droites d'angle droit et des structures régulièrement espacées, phénomènes rares à l'état naturel sur les fonds marins. Selon des sources internes, ces vestiges pourraient correspondre à des rues, des fondations de bâtiments, voire des quartiers entiers d'une ampleur similaire à ceux déjà mis au jour. Certaines anomalies semblent disposer le long de ce qui était autrefois le front de mer de la ville, laissant supposer la présence possible de quais d'entrepôts ou de structures cérémonielles supplémentaires. La question des épaves se pose également. Bien que plusieurs navires aient déjà été localisés, le volume d'échanges commerciaux que connaissait autrefois le port laisse supposer qu'il en reste bien d'autres. Des documents anciens mentionnent des convois de navires marchands entrant et sortant d'Égypte par Héracléon, et la découverte de nouvelles coques pourrait apporter un éclairage précieux sur les techniques de construction navale, tant égyptiennes qu'étrangères. Les conditions de conservation dans la baie, caractérisées par une faible teneur en oxygène et des températures stables, permettent aux navires enfouis d'être remarquablement bien conservés. Cependant, explorer davantage le site ne se résume pas à descendre une caméra ou à envoyer des plongeurs. Chaque nouvelle zone doit être abordée avec prudence. Les parties les plus profondes se trouvent sous des couches de sédiments de plusieurs mètres d'épaisseur et les perturber sans plan précis pourrait endommager des artefacts inestimables. Il y a aussi le défi logistique que représente le travail dans des eaux qui, bien que peu profondes selon les normes océaniques, subissent les variations saisonnières de visibilité de température et de courant. Pour l'instant, l'équipe privilégie une expansion méthodique cartographier chaque anomalie, créer des modèles haute résolution et étendre progressivement les limites de l'exploration. Frank a maintes fois insisté sur l'importance de la patience, rappelant que la cité est perdue depuis plus de 2 ans et que toute précipitation risquerait d'entraîner la perte d'un patrimoine historique irremplaçable. Alors, à votre avis, que pourrait-on trouver d'autre à cet endroit? Faites-nous part de vos suggestions dans les commentaires.